Nous sommes le jeudi 7 novembre 2019, il sonne 11h et nous sommes heureux, honorés et flattés de vous savoir très nombreux à nous écouter un peu partout à Lomé, au Togo, en Afrique et dans le monde entier. Quoi de plus normal que de remercier les techniciens qui transportent nos voix jusqu'à vos oreilles. Ils sont deux aujourd'hui. Michel Kokou Vitogbe Tomega à la console technique et Jérôme Dakoucha spécialement sorti de son congé pour vous servir. Je suis également heureux d'avoir autour de moi ici deux confrères, un troisième, pourquoi pas, et surtout deux invités. Commençons par les confrères Elom Atichogbe de la Nouvelle Tribune. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour Canal FM et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Merci Elom, c'est vous qui annoncez le retour de quelqu'un dont le style enflammé nous a manqué dans ce studio depuis bientôt 4-5 semaines. Oui, il s'agit de Michel Tchadja. Michel Tchadja, bon retour aujourd'hui. Bonjour Michel. Bonjour Sass, bonjour à tous nos amis auditeurs et auditrices. Vous nous avez beaucoup manqué ici au studio, et spécialement aux femmes. Donc particulièrement une grande dame au grand cœur que vous connaissez très bien. Vous aussi vous m'avez manqué, c'est avec plaisir que je retrouve le plateau de le studio de Canal FM pour l'émission Club de la Presse. Merci beaucoup. Eh bien, au Club de la Presse aujourd'hui, nous allons faire un tour dans le Togo, un peu le Togo profond. Et pour cela, nous avons fait venir spécialement de Dapan un acteur de terrain. Il s'appelle Valentino Bassi et Sodina. Bonjour. Bonjour, Sass. Dois-je dire les manets ou bien plutôt Biasma? Vous choisissez un. Parce qu'un cabier qui travaille chez les MOBA au point que on le prend beaucoup plus pour un MOBA. Donc, on continue avec le mané. Merci beaucoup. Donc, Valentino Bassi et Sodina, vous faites partie d'une association, la JUT, Association des jeunes pour l'Union du Togo. Vous êtes basé dans la région des Savanes. Oui, AJUT, à ne pas confondre à une autre association qui est aussi AJUT, qui est Association des jeunes unir du Togo pour l'éducation. Ça, c'est juste pour apporter cette union parce que les gens confondent AJUT sans eux et AJUT avec eux. Donc, vous, c'est vous et eux, c'est eux. Voilà. Merci. Non, nous, c'est sans eux. Vous, c'est AJUT, Association des jeunes pour l'Union du Togo. Voilà. À ne pas confondre avec une autre AJUT. Voilà, qui est Association des jeunes unir du Togo pour l'éducation. Merci beaucoup. Le ministre en charge de l'environnement, du développement durable et de la protection de la nature a fait une sortie remarquée le mardi dernier pour annoncer une grande conférence que notre pays s'honorera d'abriter. Eh bien, le sujet nous intéresse. Nous avons réussi à avoir au studio ici Monsieur Alaba Pio Abalo Crésus. Bonjour. Bonjour, Monsieur Sass. Eh bien, Monsieur Alaba est le directeur général de l'ODEF, l'Organisation pour le développement, l'exploitation de la forêt au Togo. Il va nous rendre en français facile la conférence de presse que le ministre a animée le mardi et qui annonce une rencontre internationale du 2 au 7 décembre prochain. Avant de cela, juste une autre pensée du jour que nous tirons du terroir. Est-ce que c'est le terroir Evé, Kabier ou Moba? Je ne sais. Mais la sagesse du terroir dit, et l'homme, que le temps est une lime qui travaille sans bruit. Le temps est une lime qui travaille sans bruit. Je ne sais pas si c'est Kabier, Moba, Kotokoli ou...
tout cas. Bon, oui, mais en fait, c'est pour dire d'une autre manière que le second nom de Dieu, c'est le temps. Il y a beaucoup d'adages et de proverbes liés au temps. Et vous savez qu'il y a beaucoup de choses qu'on lit beaucoup plus au temps. Et quand Victor Hugo dans ce traditionnel poème parle du temps, et également on se rend compte finalement que oui, on peut beaucoup de choses avec le temps. Le temps, ça ne nous appartient pas. C'est une lime véritablement qui travaille sans bruit. Et donc nous autres, en tant qu'humains, nous devons apprendre à travailler avec le temps. Le temps est une lime qui travaille sans bruit, et l'homme qui nous apprend que l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Eh bien, commençons le Togo profond avec vous. Votre journal Envers Tribune, vous nous transportez dans le canton de Tokpli, dans la préfecture de Yoto, avec la société Scan Togo et la GIZ qui se mettent en partenariat pour sortir le canton de Tokpli de son sous-développement, de son dénuement. Oui, effectivement, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de la GIZ. La GIZ, c'est la coopération allemande. Et donc, lundi dernier, il y a eu la signature d'un contrat de partenariat public-privé entre la GIZ d'une part et Scan Togo, mine filiale du groupe Heidelberg Cement Togo. Et donc, cette convention de partenariat consistera beaucoup plus à former 200 artisans locaux, c'est-à-dire des artisans qui seront recensés par un comité cantonal de développement dans la zone de Tokpli et ses environs, et qui seront formés grâce à l'appui technique et financier de la coopération allemande au métier du bâtiment, c'est-à-dire la charpenterie, la maçonnerie et la menuiserie. Et donc c'est une initiative qui aujourd'hui est salutaire et qui contribue véritablement pour ces deux structures, c'est-à-dire la GIZ qui est une institution de la République fédérale Allemagne, c'est-à-dire la coopération allemande, et puis la Scan Togo Mine qui est une société d'exploitation du calcaire dans la zone, et c'est une opportunité de contribuer effectivement à la réalisation du PND, le plan national de développement dont vous connaissez déjà les grands axes. Et donc cette formation va s'étendre sur 18 mois et est prise en charge par la GIZ, la coopération allemande, comme je l'ai dit tantôt, et va aider beaucoup plus les jeunes de ces localités-là à pouvoir développer des aptitudes dans les métiers de la maçonnerie, de la charpenterie et puis de la menuiserie. Merci. Scan Togo Mine qui a le ciment, la GIZ qui a l'expertise en matière de développement, le canton de Tokpli qui a la jeunesse et la volonté de se développer. Vous mettez tout ça ensemble. L'espoir est permis que le canton de Tokpli connaisse un bon développement, surtout avec leurs nouveaux maires et les nouveaux conseillers municipaux qui viennent d'être fraîchement ou chaudement élus. Deuxième étape du Togo profond, c'est Pia. Michel, vous connaissez Pia? Oui, je connais la localité. Eh bien, c'est le confrère Écho du Pays qui écrit ce matin que le canton de Pia fait un pas de plus dans l'accès à l'eau potable. Il vient d'être inauguré dans le canton de Pia, plus précisément à Touda, un forage muni d'un château d'eau. Et Écho du Pays écrit que c'est suite à un cri de détresse lancé il y a quelque temps et que nous avons relayé ici par Madame la chef canton de Pia, Madame le docteur Piki Sama. Eh bien, son cri de détresse est tombé dans des oreilles bienheureuses. Le canton de Pia, notamment la localité de Touda, vient de réceptionner son château, son forage muni d'un château d'eau. Michel. C'est une bonne nouvelle. Vivement que dans les autres localités aussi, que des ouvrages pareils naissent. Parce que vous savez, depuis quelque temps, la distribution d'eau à Kara connaît un certain nombre de difficultés parce que vous savez le barrage qui est justement entre le canton de Kouméa et Pia, ce barrage qui est construit il y a de cela quelques années, avec l'augmentation démographique, n'arrive plus
a vraiment alimenté toute la population. Et donc, il y a ce qu'on peut appeler du sevrage par endroit. Et il y a de cela quelques mois, les populations, surtout de la ville de Kara aussi, ont commencé à se lamenter. C'est vraiment, c'est peut-être dans cette veine que la chef canton de Pia est monté au créneau pour appeler à ce que des actions concrètes soient faites. Aujourd'hui, on ne peut que se réjouir. Mais ce n'est pas à Pia seul que ce problème se pose. Il y a d'autres cantons aussi où le même problème se pose. Et donc, vivement que ça soit quand même, en tout cas, étendu aux autres localités. Ça fera, parce que l'eau, c'est la vie. Et si vraiment on veut vraiment aider les populations, je pense qu'on doit commencer par là. Merci. Que les chefs cantons, hommes ou femmes, fassent comme leurs collègues de Pia et relayés par les nouveaux maires, et ces cris de détresse vont tomber dans deux oreilles. Et ainsi les populations pourront avoir qui l'eau potable, qui l'électricité, qui d'autres projets, sortir du sous-développement. Et le développement, c'est un travail d'ensemble, un mouvement d'ensemble, comme Michel aime le dire souvent. C'est ainsi que de bonnes volontés comme des associations du nom de Ajut s'associent à cela. Et le confrère, le dialogue nous écrit ce matin. D'abord, le dialogue nous transporte dans la préfecture de Kpendial Ouest. Kpendial Ouest qui se met à l'école du plan national de développement, et c'est l'association Ajut qui apporte son soutien. Valentino, rebonjour. Rebonjour, Sas. Avant d'aller à ce que vous faites, présentez-vous un peu votre association des jeunes pour l'Union du Togo. Oui, Ajut est une association basée à Dapan, et nous faisons pratiquement ou généralement la promotion de la paix, la culture de la paix, pour le dire ainsi, afin d'instaurer ou bien d'enraciner la paix au Togo. Et nous faisons aussi de l'entrepreneuriat en accompagnant les jeunes dans la mise en œuvre de leurs micro-projets, et aussi le groupement de femmes. Donc vous comprenez que c'est la condition, la paix, c'est la condition sine qua non pour impulser toute action de développement. Voilà. Eh bien, c'est ainsi que vous faites un certain nombre de choses. Je me rappelle, nous avons déjà reçu ici une fois, et nous apprenons que vous avez parrainé un spectacle à l'endroit des jeunes il n'y a pas longtemps. Oui, ça c'était en septembre, où nous avons réuni des artistes, tous les artistes de la région des Savanes, dans un spectacle pour les amener à travailler sur les questions de sécurité. Parce que vous savez, la sécurité est un élément fondamental qui garantit la sérénité pour que, quoi qu'on fasse dans notre pays, tout ce que nous faisions puisse réussir. Et donc, nous avons voulu amener ces artistes à travailler autour de la sécurité, de la cohésion sociale, le vivre ensemble, pour que le PND que nous avons vu lancer puisse aboutir à ces objectifs dans de bonnes conditions. Sans la paix, on ne peut pas mener à bien les objectifs du PND que la paix, la sécurité, surtout à Dapan, dans la région des Savanes. Et surtout que nous sommes encore, voilà, avec des nouvelles qui nous arrivent au jour le jour. C'est ça. Et également pour vous accompagner, je me rappelle que l'ONG WANEP Togo a lancé également, il y a environ un an, un processus de monitoring pour s'assurer que les médias, entre autres, tiennent un langage de coexistence et de paix dans notre pays. Mais retournons donc à Dapan avec la JUT. Vous avez organisé ce spectacle-là au cours duquel vous avez incité les jeunes de la région à chanter la paix et la coexistence. Mais nous apprenons que vous êtes également porté aux côtés des jeunes scolaires de la région. Oui, et ça c'est à l'endroit de tous les enfants démunis de la région, et auquel le président national de la JUT, M. Benjamin Larry, qui a déployé, qui s'est investi pour apporter ou bien offrir des kits scolaires à ces enfants. Et il y avait environ 800 élèves que nous avions identifiés et auxquels on avait offert ces kits. Pour permettre aux jeunes de la région d'aller à l'école, voilà. Parce que là, c'est les statistiques qui le disent, la région des Savanes demeure encore la région la plus pauvre du Togo. Je présume que vous avez offert les kits bien avant la rentrée pour que les enfants puissent commencer l'école effectivement le premier jour.
Oui, bon, ça n'a pas été avant la rentrée, mais quand même le premier jour de la rentrée. Merci. Et puis, nous apprenons également que vous avez parrainé une formation des femmes sur le PND. Oui, ça c'est le mouvement des femmes unies de la préfecture de Kpendial Ouest qui a organisé cette formation, et AJUT a voulu apporter sa contribution parce que vous savez, dans les principes directeurs du guide dans le processus du PND, il figure le leadership et l'appropriation. Et donc, il est de bon ton que l'information soit apportée à toutes ces femmes-là parce que le PND aussi prend en compte l'équité genre. Et donc, si nous rappelons un peu, vous allez voir que dans l'axe 2, on parle de la transformation des produits agricoles et qui parle de l'agriculture. Voilà. Et qui parle de l'agriculture. La région des Savanes est purement une région agricole. Et quand vous faites un sondage, vous allez voir que ce sont les femmes en grande partie qui se lancent dans la transformation de ces produits agricoles. Et donc, si aujourd'hui le PND est là pour accompagner, pour permettre quand même que ces femmes puissent s'épanouir, il faut que ces femmes aient d'abord l'information, comment elles doivent s'impliquer, comment d'abord s'approprier, s'impliquer. Voilà un peu le président dit, bon, s'il faut accompagner, puisque même dans la mise en œuvre du processus, il faut d'ailleurs des dialogues nationaux et régionaux. Si l'État n'arrive pas à organiser, je ne dis pas que l'État n'arrive pas, si l'État n'est pas encore arrivé à apporter l'information à tous les acteurs ou actrices impliqués, les associations ou toutes les bonnes volontés qui peuvent aussi apporter leur contribution. C'est ce que AJUT a fait à travers le président national. Et les femmes des savanes qui transforment entre autres le beurre de karité. Oui, il y a aussi les fruits du néré pour la moutarde. Il y a des femmes qui transforment le maïs en couscous, le riz en couscous, et même en spaghetti et autres, avec le maïs et le riz. Et vous avez oublié que les femmes de la région transforment aussi le mil en tchapalo. Il y a aussi, bien sûr, ça c'est un élément très important. Ce qu'il faut aussi apporter dans cette histoire de transformation aujourd'hui, il y a le sorgho que nous appelons le sorvato, que les femmes utilisent beaucoup pour faire le pain, et aussi du com. Et donc, nous avons beaucoup de choses que les femmes en transforment. Maintenant, il faut les accompagner pour vraiment promouvoir promouvoir la consommation locale. Voilà. Merci. Donc, c'est ce que l'AJUT essaie de faire avec les femmes d'abord la promotion du langage de coexistence, également l'offre de kits scolaires aux jeunes démunis de la région, et puis le parrainage des femmes productrices pour accompagner le PND. Oui. Merci Valentino d'être passé, nous passer ce message. Je l'annonçais, il nous a rejoint Loïc Lawson de Front des démocrates. Bonjour. Bonjour Sasgao. Merci de nous rejoindre ici. Oui, bon, je suis là depuis, on dit, il ne faut pas que tu amènes les auditeurs à penser que je suis venu beaucoup en retard. J'étais là depuis. Non, c'est vraiment un plaisir pour moi de retrouver le micro. Vous êtes là depuis, mais c'est parce que Magloire assiste à une rencontre des médias à Niamey. Exactement. Non, ben oui, je suis très content de retrouver ce studio bleu de Canal FM, et surtout de retrouver les nombreux auditeurs qui sont à l'écoute. Effectivement, Magloire a pris le relais de cette émission en ma place depuis je ne sais plus combien de temps, mais un bon bout de temps. Et là, il est parti pour un symposium international des médias qui se déroule à Niamey depuis lundi. Et donc, naturellement, je viens prendre sa place pour voir si je peux faire comme lui. Merci beaucoup. C'est avec vous que nous ouvrons le chapitre des rencontres et sommets qui se tiennent dans notre pays, surtout en cette fin d'année. Et pour l'introduire, c'est le confrère Écho du Pays qui écrit Écho du Pays qui écrit donc à la page 6, le mai rendez-vous des affaires en fin d'année. Et pêle-mêle, Écho du Pays rappelle le salon africain de bâtiments et des métiers connexes Afribat qui s'est tenu chez nous il n'y a pas longtemps. Et également le marché international de l'artisanat togolais qui s'est tenu il y a juste une semaine.
du 8 au 12 octobre dernier. C'était le Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire, le CIALO. Ça, c'est pour ce qui a déjà eu lieu. Et à l'horizon, il y a d'autres... actuellement d'ailleurs, et comme le rappelle le changement, la première édition de la semaine du secteur privé, qui a été ouverte dans la capitale du Togo et qui prend fin aujourd'hui même. Et à propos justement de cette semaine consacrée au secteur privé, Michel, Ouattara la vainqueur nous rappelle que la semaine du secteur privé est l'occasion pour le gouvernement de remobiliser les entreprises du privé naturellement autour du financement du PND. Ah oui, je pense que pendant une semaine, le secteur privé est à l'honneur parce que le ministère a voulu... Le ministère du Commerce. Le ministère du Commerce a voulu, en tout cas dans l'écho envoyé par les performances d'une business 2020, faire en sorte que les entreprises privées, en tout cas le secteur privé, soient quand même revues et voir dans quelle mesure pendant une semaine, réfléchir à donner un souffle nouveau à ce secteur-là, quand on sait que c'est un secteur très important qui apporte énormément dans le PIB du pays, et c'est de bonne guerre que les autorités pensent à ce secteur-là qui doit à terme booster notre économie nationale. Pendant une semaine, je pense que ce n'est pas assez. On peut aller au-delà parce que tout ce qui est dit et tout ce qui est en train d'être dit, je pense que c'est une manière de remobiliser le secteur privé qui, ma foi, a fait un pas impressionnant ces dernières années avec le climat des affaires que vous connaissez. Et ce n'est pas par hasard que les représentants de la Banque mondiale, du Chambre de commerce et d'Institut du Togo et d'autres qui ont fait le déplacement pour essayer d'appuyer le gouvernement dans ses efforts pour relancer véritablement notre économie nationale. D'autant plus que le secteur privé national et étranger sera fortement sollicité pour financer jusqu'à hauteur de 65% le plan national de développement, et renouant avec les rencontres et notamment avec ce que Ouattara, les vainqueurs, nous dit. En matière d'environnement, le Togo va abriter la 55e session du Conseil international des bois tropicaux. Et justement, je l'ai annoncé en début d'émission, c'est le ministre en charge de l'environnement, développement durable et protection de la nature qui a convié la presse le mardi dernier pour annoncer cette rencontre internationale que notre capitale va abriter. Ce sera du 2 au 7 décembre prochain. Le sujet nous semble important, et pour en savoir davantage, nous avons approché le ministère qui nous a délégué le directeur général de l'ODEF, M. Alaba Pio Abalo Crésus. Rebonjour, monsieur le directeur général. Bon, rebonjour, monsieur Sass. Bien, vous confirmez que Lomé va abriter le conseil, la 55e session du Conseil international des bois tropicaux. Ce sera du 2 au 7 décembre prochain. Effectivement, Sass, avant de répondre à cette question, je voudrais vous remercier pour l'opportunité et l'occasion que vous nous donnez pour pouvoir partager les informations sur cette grande rencontre que le Togo s'apprête à organiser. Du 2 au 7 décembre 2019 prochain, notre pays va effectivement organiser la 55e session du Conseil international des bois tropicaux, qui est une instance, un organe suprême de l'OIBT. L'OIBT, c'est l'Organisation internationale des bois tropicaux. Cette organisation fait la promotion du commerce international du bois et est basée à Yokohama au Japon. Donc, le conseil tient cette session parfois en hors siège. C'est le cas de notre pays, le Togo, qui va l'organiser cette année. Mais aussi, ce conseil tient des sessions sièges. Et là, c'est au niveau de Yokohama,
au siège de l'organisation. Merci. Donc, c'est la 55e session qui va se tenir chez nous. Ça se classe dans les sections hors siège. Mais dites-nous, le ministre a dit la dernière fois que le Togo a adhéré à l'OIBT depuis 1990. Mais le Togo, de par notre superficie, de par notre végétation, est-ce que nous sommes vraiment producteurs de bois tropicaux, monsieur le directeur général? Oui, monsieur Sass, le Togo, nous sommes parmi les pays producteurs aux côtés des 12 autres pays africains. À l'exemple du Bénin, du Ghana, du Congo, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, du Libéria, de la Côte d'Ivoire, etc. Donc, quoique nous ne soyons pas un pays forestier à proprement parler, nous faisons effectivement partie des pays producteurs. Et il faut s'en rendre compte que sur le plan national aujourd'hui, il y a du bois que le Togo commercialise sur le plan national et qui traverse les frontières pour aller soit en Asie, soit en Europe. Merci. Alors venons à la session. Le Togo est un petit pays. Qu'est-ce qui a milité en notre faveur pour que nous puissions accueillir cette 55e prochaine session de l'OIBT? Monsieur le directeur général. Comme nous le disions tantôt, le Togo a adhéré à cette organisation depuis 1990 et donc est un pays membre à part entière, comme les autres pays. Et comme toute organisation, lorsque vous appartenez à une organisation, vous avez des droits et des devoirs. Et donc, le Togo a cette année le devoir d'organiser cette 55e session internationale des bois tropicaux pour justement honorer à ses engagements parce qu'il faut que l'organisation à laquelle notre pays a adhéré puisse vivre. Et pour vivre, elle doit pouvoir faire des manifestations, elle doit pouvoir s'organiser, prendre des décisions qui vont dans le sens de l'amélioration de ses activités, etc. Et donc c'est à ce titre-là que le Togo est choisi. Mais ça ne s'arrête pas là. Le Togo, notre pays, a été également choisi parce que les gens estimaient qu'il y avait de la sécurité dans notre pays. Parce que les participants ne peuvent pas se retrouver dans un pays où on n'est pas sûr de garantir la sécurité des participants. Ça, c'est d'abord un premier élément. Et le second élément, c'est que au Togo, nous avons un peu la culture, une certaine expérience dans l'organisation des grandes rencontres. Et à ce sujet, il a été avéré que nous avons un potentiel logistique et matériel pour l'organisation de cette session. Et tout cela a concouru au choix du Togo pour abriter cette session. Et comme l'écrivait si bien le journal Écho du pays, nous avons déjà fait la preuve que nous savons accueillir de telles rencontres. Alors, pour rassurer l'opinion, est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes sont attendues à cette prochaine session du CIBT? Et si oui, est-ce que après ça, est-ce que votre ministère de tutelle a déjà peaufiné toute la logistique en la matière? Oui, monsieur Sass, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous pensons que nous sommes assez prêts pour organiser cette rencontre, comme je venais de le dire tout à l'heure. Il y a déjà des sous-commissions qui ont été constituées, des sous-commissions, qu'il s'agisse des sous-commissions qui vont s'occuper de l'organisation matérielle et logistique de la rencontre, les sous-commissions qui vont s'occuper du transport et de l'hébergement, les sous-commissions qui seront chargées de la restauration, de la sécurité, de l'accréditation, etc. Donc, les participants, nous pensons accueillir entre 200 et 300 participants au maximum au cours de cette rencontre qui vont évidemment provenir à la fois des pays producteurs et des pays consommateurs. Mais il y aura naturellement au cours de cette rencontre des participants qu'on va appeler les observateurs. Donc, eux, ils ne sont pas des délégués issus d'un pays producteur ni d'un pays consommateur, mais ce seraient des participants qui seront là pour voir comment est-ce que se déroule les travaux. Vous nous rassurez que la logistique sera fin prête déjà le 2 décembre. Le 2 décembre, nous serons prêts pour organiser cet événement. Merci. Je parie qu'il y a tout un agenda de l'OIBT que vous allez décliner, mais le Togolais que nous sommes, nous nous demandons qu'est-ce que cette session va rapporter à notre pays
alors que nous aurons accueilli ces centaines d'invités. Monsieur le directeur général. Et merci beaucoup, Monsieur Sass. Je crois que nous avons à beaucoup gagner de cette rencontre-là, et puisque ce serait l'occasion pour nous au Togo de négocier avec nos partenaires traditionnels donateurs et d'accroître nos chances de financement des projets que nous soumettons au niveau national à l'organisation. Donc, je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons dans le pipeline un certain nombre de projets qui sont en attente de financement au niveau de l'OIBT. Et à l'occasion de cette rencontre-là, je pense qu'une attention particulière va être consacrée aux projets soumis par le Togo. Je voudrais parler, par exemple, d'un projet de renforcement des capacités de surveillance ou de suivi des feux de végétation, et un projet qui concerne également la mise à disposition des variétés clonales de teck. Vous savez, dans notre pays, nous avons quand même la maîtrise de la sylviculture du teck. La sylviculture, c'est la culture de l'arbre. Donc nous avons quand même une certaine maîtrise de la sylviculture du teck depuis longtemps. Mais ce teck que nous plantons au niveau national, il est à l'état traditionnel. Donc aujourd'hui, il est question de voir si on ne peut pas améliorer ces variétés pour que lorsqu'on le met en place, par exemple, qu'il puisse pousser et puis au bout d'un petit temps, avoir le bois mature. Donc c'est de ça qu'il s'agit au niveau de ce projet-là. Et un autre projet, c'est le projet d'appui à la gestion durable de la forêt classée de la fosse au lion. La forêt classée de la fosse au lion fait partie de l'une de nos 83 aires protégées qui, vous le savez, aujourd'hui sont très, très, très empiétées. Sont mises à très rude épreuve par les activités humaines. Donc, ce projet permettra de gérer durablement cette forêt classée au Togo. Donc, en termes d'attente, voilà un peu les attentes ou voilà un peu ce que nous comptons tirer. Et naturellement, au niveau de cette organisation, il y a un travail traditionnel qui se fait à l'occasion de la tenue de ces sessions-là, qu'elles soient hors siège ou au siège. C'est qu'à l'occasion de ces sessions, l'organisation passe en revue les programmes thématiques qui ont été financés au cours d'un certain nombre d'années pour essayer de voir si on peut améliorer les infrastructures de financement de l'organisation. Merci. Donc, notre pays qui accueille du 2 au 7 décembre prochain la 55e session du Conseil international des bois tropicaux. Cette conférence qui va s'ajouter à celles qui ont déjà été ouvertes et qui vont se poursuivre dans le climat des affaires dont nous saluons les prouesses, à commencer par le chef de l'État. D'accord? Mais Loïc Lawson, et c'est le devoir de la presse, dans votre parution de ce jour, vous attirez notre attention sur les vraies préoccupations de nous aux Togolais dans cette ambiance d'amélioration du climat des affaires. Oui, mais tu sais, c'est Sigaou, et comment on dit cela, il y a une effervescence aujourd'hui autour du climat des affaires qui est tout à fait normal, tout à fait bien, parce que c'est notre pays qui gagne, c'est le Togo qui gagne. Et il y a aussi le secteur privé, si je peux le dire comme ça, où le secteur privé est au bon soin des autorités, en premier le chef de l'État, parce qu'on ne voit pas Faure Yassimbe tous les jours sortir, venir et manifester sa joie de voir un Togo qui gagne. Et l'autre fois, on a vu Faure Yassimbe se déchaîner et parler avec fierté de voir le Togo faire 40 points, faire bondir, faire un bond de 40 places. On a vu après lui, c'est l'homme Klassou, le Premier ministre, lors de l'ouverture de justement la semaine du secteur privé, aussi vanter les mérites du Togo. J'ai vu plusieurs personnes succéder, en tout cas, au pupitre pour parler, vanter le Togo et les efforts du Togo. Et tout cela, nous disions, et nous avons rappelé l'article, nous avons dit tout cela, c'est des bonnes choses. Tout cela, c'est beau.
Mais quand on prend une semaine comme celle qu'on a appelée celle du secteur privé, disons, et l'initiative en soi, elle est très bonne. Parce que nous avons toujours dit dans ce plateau et dans ton studio que ce qui manque au Togo, c'est des moments où il faut des idées. Les gens se retrouvent pour débattre par rapport à certains enjeux. Ça manque au Togo. Et on ne retrouve pas souvent les universitaires, les je ne sais pas quoi, des journalistes, autres se retrouver ailleurs, autre que dans les studios, pour parler du pays. Alors, mais quand tu fais la remarque depuis 3-4 jours au cours des débats, c'est que nous avons déploré, c'est que le débat devait être quoi? Un débat, au lieu de rester un débat où chaque fois on parle en bien, que du bon, oui, on a fait des bons, oui, c'est bon. Alors, parler aussi de ce qu'il faut faire pour mieux faire. Parler, ayez le courage de dire ce qui ne va pas. Justement, c'est ce qui m'intéresse dans votre article. Justement, je vais en venir. Il faut avoir le courage de dire ce qui ne va pas. Mais tu sais, nous sommes au Togo. Pour avoir le courage de dire ce qui ne va pas, il faut que tu aies une carapace, je ne sais pas quoi. Soit tu acceptes de faire un saut dans l'inconnu. Puisque le pays est comme ça, parce que parfois, quand tu apportes des critiques qui sont constructives, les gens pensent toujours que c'est mal et que c'est mauvais. Alors qu'on préfère les gens qui sont là tout le temps pour applaudir et sourire. Pas possible. Alors, par ma curiosité, notre curiosité à la région, on a été d'approcher quelques opérateurs économiques, quelques entrepreneurs pour comprendre un peu. Surtout ceux, je dis bien surtout ceux qui animent et qui font financer vraiment le Togo. C'est-à-dire ceux grâce à qui les impôts, la douane vivent. Pour comprendre un peu ces coûts et tout cela là. Est-ce que vous le ressentez dans vos activités? Et ils vous répondent quoi? Mais oui, la réponse c'est que, écoute, on te sourit. Et quand quelqu'un te sourit comme ça, après il te prend un offre pour t'expliquer certaines choses, en te faisant comprendre, on ne peut pas le dire. C'est-à-dire, tu le dis, on te coupe la tête. Tu le dis demain matin, on tape. On peut le dire, l'essentiel que ce soit avéré. Ça c'est Gaou. Tu le dis, demain matin, 3 jours après, tu as la visite des impôts pour un bon redressement. C'est ça la réalité. Et justement, parlant des impôts, parlant du code des investissements, par exemple, ça c'est des côtés. On a un code d'investissement qu'on applaudit, mais qui en réalité, les opérateurs économiques en dessous n'est pas réellement pratiqué. Par exemple, le code des impôts, nous avons relevé certaines choses dans le code des impôts, le dernier, qui en réalité, quand tu prends l'exemple, le Conseil national du patronat, quand tu prends les responsables dedans, quand tu prends les responsables de l'association des grandes entreprises du Togo, et ceux qui sont dedans, les grandes entreprises, Bolloré, machin, tout ça, ils sont pas contents du nouveau code des impôts parce que des raisons que nous avons évoquées dans notre article. Quand tu prends le code des investissements actuel du Togo, aussi, il y a eu plusieurs choses que nous avons relevées qui ne sont pas en réalité bien. Mais justement, le danger, c'est ceci. Tu vas me dire, pourquoi ces personnes ne le disent pas? Parce que tu sais quoi? Et ceux qui animent le climat des affaires disent clairement aux opérateurs économiques, ceux qui, grâce à qui ils sont payés, il faut le rappeler au passage, que mais voilà, vous êtes là à critiquer qu'on ne fait pas. La Banque mondiale même dit qu'on est bon, mais vous allez vous cacher là. Parce que c'est la Banque mondiale qui dit que nous sommes bons. Mais au même moment, ça c'est Gaou, on oublie que ce n'est pas la Banque mondiale qui investit au Togo. Au même moment, on oublie que si on paye les fonctionnaires, c'est grâce à ces entreprises-là qui paient les impôts, qui paient la douane. L'État ne crée pas de la richesse. C'est les entreprises qui les créent. Donc, nous avons juste dit, oui, l'enthousiasme, c'est bon. Le Togo, il a fait des bons réels, mais attention. Parce que nous sommes allés jusqu'à dire, la Banque mondiale, oui, mais ça c'est Gaou. Dans ce pays, moi j'ai vu la Banque mondiale, pas des représentants, pas des moyens de sortir d'audience avec le feu général Yadema. Pour dire que le Togo, il coule du miel et du lait, que le Togo tout va bien. Ça c'était sous Yadema. Justement, j'en viens, s'il te plaît. C'est pour dire que quoi? Les institutions de Bretton Woods, je m'en méfie quand ils me disent que c'est bon. Et ça, nos États et nos autorités doivent savoir ça. Quand ils vous disent c'est bon, réfléchissez par 2 fois pour dire que c'est vraiment bon. Parce que ça, c'est Gaou, si on doit s'en tenir à ce que la Banque mondiale, le FMI nous ont toujours dit, dans nos pays africains et au Togo aussi, on serait mieux que Shanghai. Je ne sais pas si quelqu'un peut demander. C'est-à-dire, quand tu pars des années passées jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'ils disent, comment ils nous encensent, on dira qu'on y va. Mais au même moment, quand tu regardes les pays où il n'y a pas de rapport sur eux, on ne les classe pas. Quand les investisseurs viennent, c'est chez eux ils partent.
Pourquoi? Merci. Les vraies préoccupations. Je dois rappeler que dans l'enthousiasme du rapport du business, des inquiétudes se sont déjà faites jour ici au studio, notamment le nouveau code d'investissement qui fait un peu grincer des dents auprès des opérateurs économiques, qui se plaignent également d'une certaine pression fiscale, notamment de l'OTR. Des gens vont jusqu'à dire que la Caisse nationale de sécurité sociale harcèlerait certaines entreprises nouvellement installées. Toute préoccupation dont il faut tenir compte. Pour finir, un truc assez important, parce que j'ai dit, les chiffres sont là, mais la réalité, elle est autre. Qu'est-ce qui a fait vraiment bondir le Togo dans ce classement? C'est le travail fait par le Centre de formalité des entreprises du Togo. Quand tu vois, le grand bond que le Togo a fait, c'est grâce au CFE. Et là-bas, il faut reconnaître qu'il y a un bon travail qui se fait. Tu amènes ton dossier, 4-5 heures de temps après, tu as signé, on t'assigne. On nous dit que le Togo a 900 et quelques entreprises créées au cours de cette période, 1 an. Je dis bien 900 et quelques, c'est le chiffre, ou 800 et quelques. C'est ce gars-où, s'il y a 900 entreprises au Togo qui sont créées, c'est autre chose. 900 entreprises qui travaillent et fonctionnent, c'est notre débat. S'il y a 900 qui sont créées et qui ne foutent rien, qui ne sont créées et que juste la carte, excuse-moi, la carte, j'ai 30 000, je vais créer. Parce que je sois l'enthousiasme de Sandra quand je la vois parler, je l'aime bien, hein. Mais oui, les jeunes vont créer des entreprises. Ils ont créé, juste ils ont la carte CFE, ils ont mis dans la poche. L'entreprise est où? Elle n'existe pas en réalité. Au fait, c'est pour dire que hier même, nous avions reçu la ministre conseillère Sandra Johnson. Nous lui avions exprimé certaines de ses préoccupations. Elle en a tenu compte. Elle a même rassuré que jusqu'au sommet de l'État, le chef de l'État est à l'écoute. Et la preuve même, une exemption de 2 ans a été vivement accordée aux entreprises nouvellement installées. Le temps qu'elles s'installent et faire leurs preuves. Le mérite de ce débat, c'est également se satisfaire, enfin, prendre acte de ce qui est bon, mais également attirer courageusement l'attention sur ce qu'il faut revoir. Et l'homme à Tchitchobé, c'est ce que nous faisons. Oui, en effet, il faut d'abord se féliciter du fait qu'on a pu glaner 40 places dans ce classement. Déjà, parce qu'il y a eu beaucoup de facilités qui ont été accordées depuis 5-6 ans déjà. Quand vous prenez la création des entreprises avec les frais de notariat qui sont supprimés, etc. Bon, maintenant, sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui se passent, comme l'a dit Loïc tantôt. Quand vous relisez le rapport d'une business, vous constatez que le premier indicateur qui a permis au Togo de faire le plus grand bond, c'est le permis de construire, où il y a eu beaucoup de facilités qui ont été accordées. Le deuxième, c'est la création des entreprises. Et le troisième, c'est le raccordement à l'électricité, où en 2018, déjà, l'État a demandé, ou le gouvernement a instruit la CET de pouvoir accorder une réduction de 30% à la clientèle moyenne tension, c'est-à-dire ceux qui, les grandes entreprises, et cette demande-là a pu quand même avoir des répercussions sur les comptes de la CET, où la CET a pu prendre en charge jusqu'à 250 millions des frais de raccordement, c'est-à-dire les matériaux qu'il faut acheter pour raccorder. Et donc en 2019, voilà, et l'État a demandé de passer de 30% à 50% pour pouvoir justement accompagner ces grandes entreprises-là à être raccordées. Et donc ça a été fait également. Et donc ça a occasionné des frais de 450 millions dans les comptes de la CET pour pouvoir prendre en charge les matériaux de raccordement au niveau des grandes entreprises. Donc voilà un peu par rapport aux chiffres. Maintenant, par rapport au coût des investissements, moi je l'ai toujours dit, l'ancien, j'ai fait des observations ici. Le nouveau, on a fait des observations le jour où ça a été voté, parce que, je l'ai dit ici, ce code des investissements n'a pas recueilli l'avis des organisations patronales, c'est-à-dire du secteur privé. Et je le dis, je le répète, si quelqu'un n'est pas ou bien pense que nous sommes en train de dire des comptes vérités, il peut appeler. Ce code des investissements a été envoyé aux organisations patronales qui n'ont pas eu le temps de faire des observations sur le contenu d'un code des investissements qui a été voté au Parlement. Première chose. Deuxième chose, aujourd'hui sur les questions de sponsoring et par rapport aux sociétés, vous avez des sociétés qui sont évasives ou bien qui hésitent à sponsoriser encore des événements. Pourquoi? Parce que le nouveau code des impôts pénalise les sociétés sur la question de sponsoring. Et toute dépense, je dis toute dépense qui frôle la barre de 3 pour 1000 est reversée dans la base fiscale.
Et c'est dans le nouveau code des impôts. Et donc, avec cette disposition-là et ce nouveau code des impôts, on ne peut pas aujourd'hui encourager valablement ou dire que oui, le secteur privé a peut-être toutes les cartes en main à jouer pour développer le pays ou bien pour contribuer véritablement à redresser les choses. Le propre du débat, c'est qu'il s'anime sur des questions d'enjeu national, mais autre problème également qu'on gagnerait si on veut vraiment aller dans l'amélioration inclusive du climat des affaires, c'est la corruption. La corruption qui nous gangrène. Au sommet de l'État, on en est conscient jusqu'à créer la A+IA, la haute autorité en lutte contre la corruption et crimes assimilés. Les journalistes se sont même invités dans la lutte contre la corruption. La preuve, une association qui a été créée récemment, présidée par notre ami et confrère Michel Tchaya. Vous avez même eu l'honneur d'être reçu en audience par le président du A+IA, Michel. Oui, je pense que ça fait un peu plus d'une semaine sur notre demande. Le président de cette institution nous a reçus, nous avons eu des échanges très fructueux avec lui. Avec un partenariat et toujours la corruption qui a été au menu même d'une rencontre d'experts. Et c'est Ouattara les vainqueurs qui nous le rappelle, l'ex-expert des institutions étatiques de lutte contre la corruption des pays de la CEDEAO qui se sont retrouvés en conclave chez nous ici à Lomé. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le travail de la A+IA pour combattre la corruption. Et quand nous parlons corruption, il revient souvent le dossier de la participation du Togo à la Coupe d'Afrique des Nations 2013 et également la fameuse route Lomé-Vaughan sur lesquelles nous avons beaucoup interpellé la A+IA et l'information est tombée depuis cette semaine. La A+IA vient de transférer les dossiers de la CAN 2013 et de la route Lomé-Vaughan envoyés à la justice. Michel. Ah oui, c'est chose faite depuis lundi dernier où l'institution, après avoir minutieusement travaillé sur ces dossiers-là, a transmis donc le fruit de leur travail au procureur de la République. Vous savez que dans la loi portant création de la A+IA, il est dit au regard de la loi qu'en matière de coopération avec les autorités judiciaires, la haute autorité peut recueillir toute information relative à des faits de corruption ou d'autres infractions assimilées et les transmettre avec discernement aux autorités judiciaires compétentes en veillant par la suite en veillant au respect de la présomption d'innocence. Un peu plus haut, plus loin, on dit la haute autorité transmet les plaintes étayées au procureur de la République compétent pour procéder aux enquêtes et, le cas échéant, mettre en mouvement l'action publique. Donc, vous savez, depuis la création de A+IA, ce qui est répandu dans l'opinion, c'est que la A+IA est là pour arrêter les gens, pour traquer les gens. Non, la A+IA, au vu de la loi portant cette haute autorité, n'est pas en mesure d'arrêter qui que ce soit. Comme dans une course de relais, lorsqu'elle fait son travail conformément au test, elle transmet le dossier au procureur de la République, quitte à lui d'approfondir les enquêtes et déclencher, comme la loi même le dit, de déclencher au cas échéant l'action publique. Aujourd'hui, c'est clair. Vous savez que nous nous sommes époumonés ici à parler tout le temps du fait que la route Lomé-Vaughan, qui devait être livrée après un peu plus de 2 ans, fait actuellement 6 ou 7 ans. Ça continue jusqu'à ce jour. Avec tous les désagréments, les Togolais demandent mais qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Et puis surtout la CAN 2013 où le Togo s'est lourdement endetté, on ne sait pourquoi. Et puis bon, d'autres dossiers encore. Donc ces 2 dossiers sont transmis actuellement au procureur de la République. Nous avons posé la question de savoir que dira la justice. Et aujourd'hui, c'est de voir, connaissant notre justice, avec tous les pesanteurs, toutes les contingences, est-ce que elle va pouvoir déclencher le processus? Dans tous les cas, nous, les Togolais, quand même, croisent les doigts pour voir concrètement
quelle suite sera donnée à ces dossiers? Comme vous l'avez écrit, la Aplusia a fait sa part. On attend à présent la justice. Et là-dessus, justement, des journaux s'y intéressent aussi. Forum de la semaine qui écrit que l'ancien Premier ministre Aoumé Zounou, au moment de la CAN 2013, ainsi que les anciens ministres Ninsao Nyofam et Adji Outet Ayassor, est-ce qu'ils seront bientôt interpellés? Le perroquet, lui, craint déjà des tentatives de fuite. Le perroquet qui écrit des probables tentatives de fuite. Les raisons qui doivent motiver le procureur de la République à saisir les passeports des anciens ministres Nyofam, Guy Lorenzo, Aoumé Zounou et Ayassor. Alors quant à vous, Loïc, Front des démocrates, vous parlez aussi de cela, vous écrivez « Offensive de la Aplusia contre les dossiers pourris de la République ». Vous demandez si c'est de la réalité ou simple diversion. Loïc. Oui, c'est ce Gaou, justement, Aplusia, et parlons-en puisque je n'ai pas eu l'occasion d'en parler sur ton plateau. Et, en fait, nous sommes dans un pays qui est bien organisé, de par comment doivent fonctionner les institutions. Le bon sens, si on veut bien faire les choses, phrase que j'aime prononcer encore dans ton micro, faisons bien les choses, la Aplusia n'a pas raison d'exister. Parce que nous avons une justice dans ce pays. C'est-à-dire, la meilleure manière de ne pas attraper les voleurs, c'est de créer Aplusia. Quand je le dis, les gens ne comprendront pas, mais ceux qui comprennent veulent vraiment que les choses soient claires dans le pays, que le pays avance, qui comprennent ce que je veux dire. Je t'explique. On dit simplement ça, c'est Gaou. Nous sommes à Canal FM, nous sommes dans ce studio pour aller au marché de Hanukopé. Quand je descends ton escalier, je vais à droite, j'ai à peine 50 mètres à faire. Maintenant, on me dit, je vais aller à Hanukopé, je prends la route, je ressors, je prends la route du Grand Marché, je contourne, je vais à Dogomé, je contourne, je viens, jusqu'à ce que je passe pas à gauche, je reviens, on me dit pour venir toujours à Hanukopé. La route, elle est tout près. Au fait, c'est trop simple. Moi, je pense sincèrement que pour lutter contre la corruption, l'État même a ses dispositifs. Il y a la Cour des comptes, il y a la justice. Dans aucun pays sérieux, tu ne verras ces histoires de quoi est chargé de corruption. La corruption, la justice se saisit automatiquement d'un dossier. Un procureur qui se vante, que Aplusia veut lui remettre un dossier que tout le monde connaît et que, en tout cas, dont il a tous les moyens pour enquêter là-dessus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand tu suis comment ça se passe dans les pays que nous copions, c'est que quoi? Tout de suite, dès qu'il y a une alerte sur un événement, qu'il soit avéré ou pas, le procureur de la République ou la justice se saisit. Et quand elle se saisit, elle mène l'enquête. Quand c'est bon, elle dit oui, c'est vrai, c'est avéré. Quand c'est pas bon, c'est vrai. Mais c'est dans ce même studio qu'on dit tout le temps que pourquoi les gens qui pillent le pays, qui font du mal au pays, ne sont pas soupçonnés de... Qui sont soupçonnés de piller le pays, de faire du mal au pays. J'aime bien ce rappel à l'ordre. La justice ne se saisit pas pour faire son boulot. La justice, elle est là. Est-ce que quelqu'un doit encore saisir la justice qui est là pour ça? Maintenant, la Aplusia vient de déblayer le terrain. Justement, c'est pour ça que je te dis, c'est le moyen le plus long pour que jamais on arrive à bon port. C'est trop simple. Parce que ce dossier, il est là depuis combien de temps? Dans ce studio, j'ai eu à dire un jour que ce dossier, s'il a traîné, si même la Aplusia n'arrive pas à décider, j'ai eu à dire que c'est parce que à ce niveau, le dossier, on n'a pas encore levé le pied là-dessus. Et maintenant, justement, Loïc, une partie du pied vient d'être levée. Moi, je ne suis pas contre Aplusia. Je dis juste que, pour faire bien les choses, la justice dans un pays tel que nous sommes organisés, elle est là pour ça. La presse, qui joue le rôle du quatrième pouvoir, quand elle donne son alerte, s'il y a des numéros verts qui sont l'alerte, si le procureur a-t-il une preuve ou pas, c'est ce qu'on appelle la personne, il est accusé de ma présomption d'innocence, le procureur ouvre l'enquête sur le dossier. Ça peut être des centaines de milliers de dossiers. Mais quand on traîne comme ça, on attend que la personne, je ne sais pas si on attend que la personne meure d'abord, ou que la personne fuit d'abord. Toujours des inquiétudes. Oui. Michel, comme vous l'avez rappelé, la Aplusia, quoi qu'avec lenteur, vient de franchir un pas. Et à présent, c'est la justice que nous attendons. C'est la justice que nous attendons. C'est vrai, en partie ce que dit Loïc, au regard de la loi portant création de la Aplusia
on dirait que la Plucia aujourd'hui est le secrétariat du procureur de la République. Vous voyez? En matière de corruption. En matière de corruption. En matière de lutte contre la corruption. De lutte contre la corruption. Parce que tout le travail qui a été fait, qui a été fait par la Plucia, ce travail est transmis tranquillement au procureur de la République. En fait, dans l'opinion, c'est que c'est la justice qui devait quand même aller sur ce terrain-là. S'auto-saisir pour faire ce travail. Si les États, actuellement, il y a 13 pays de la CEDEAO qui ont ces commissions-là, ces autorités-là, donc c'est pas une particularité du Togo. Ça veut dire quelque part, au niveau de la justice, ça pose un problème. C'est pourquoi les États ont compris qu'il faut une institution ailleurs. Ce que Luc dit. Ailleurs, chez nous ici, comme je l'ai dit, la Plucia ne se limite qu'à faire ses enquêtes et transmettre au cours. Ailleurs, ces institutions de lutte contre la corruption, étatiques bien sûr, ont force de police judiciaire. Ils ont même des brigades à leur disposition. Absolument. Pour interpeller les gens. Chez nous ici, je pense, par rapport aux méthodes brutales de l'ancienne commission anticorruption, je ne sais pas, c'est ça qui a fait que l'autorité a voulu adoucir les choses. Sinon, en fait, si on veut, on devait donner la force à cette autorité-là pour quand même interpeller les gens et vérifier si ce qu'on les reproche est vrai ou pas avant d'aller devant la justice. Aujourd'hui, c'est clair, ces institutions sont là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais, compte tenu en tout cas, par rapport au travail assigné par la Plucia, elle a fait son travail de dossier. Moi, personnellement, j'aurais souhaité que la carte 2017 même, qu'on commençât par là. Mais bon, il faut commencer quelque part. Il faut commencer. C'est pourquoi moi, je félicite la Plucia qui a, avec courage, vraiment, aujourd'hui, l'opinion est là. La Plucia a fait son travail. On attend la justice. Merci, et on en visera aussi. C'est un sujet qui suscite toujours intérêt, voire même passion. La Plucia, avec retard, a franchi un pas. Vivement que la justice modernisée nous situe sur la confiance que nous aurions tellement aimé avoir en elle. On va aborder rapidement le dossier de nos compatriotes de la diaspora, notamment le droit de vote qui a fait polémique ici. Et comme l'écrit Écho du pays, révision du code électoral par l'Assemblée nationale, le vote des Togolais de la diaspora désormais acté. Et le changement qui écrit, lui aussi, révision du code électoral, enfin la diaspora peut voter. Et chronique de la semaine qui écrit, lui, vote de la diaspora togolaise, Tikpi Salifou Achadam, enfin satisfait. Mais pour sa part, Liberté écrit, ce n'est que de véritables pétards mouillés avec ce que l'Assemblée vient de faire. Et votre journal aussi, la Nouvelle Tribune, vous êtes intéressé à la modification du code électoral. Et comme vous l'écrivez bien, qu'est-ce qui a réellement changé en matière de la possibilité pour les compatriotes de la diaspora de voter? Oui, mardi, il y a eu le vote du nouveau code électoral qui tient compte des nouvelles dispositions relatives beaucoup plus au droit de vote de la diaspora. Et donc, au total, 33 articles ont été modifiés. Un article nouveau a été créé et qui fixe beaucoup plus les conditions dans lesquelles les Togolais de l'extérieur pourront voter et les institutions habilitées à enregistrer ces votes-là, les commissions qui doivent être créées et les documents à fournir pour se faire reconnaître comme électeurs togolais vivant à l'étranger. Donc, je vais inviter les lecteurs à acheter le journal pour découvrir rapidement les articles concernés. Mais ce qu'il faut retenir principalement, c'est que pour aujourd'hui avoir droit de vote au niveau de la diaspora, en tant que Togolais de l'extérieur, il faut disposer d'une carte consulaire, ce qui est contenu dans le nouveau code électoral, en plus de son passeport et puis la commission qui a été créée, la CEAI, qui a été créé beaucoup plus pour connaître, ou enregistrer, l'équivalent de la CENI pour enregistrer ces votes-là, va être créé et puis la suite va se passer au niveau de ces Togolais qui vivent à l'extérieur. Et donc on a suivi avec intérêt le déroulé de ce vote-là au Parlement mardi, où
le groupe NET-PDP a fait abstention et pendant que le groupe UNIR et l'UFC ont pu quand même donner leur quitus à ce nouveau code électoral. Et donc, je pense quand même que le débat est maintenant ouvert par rapport à ce contenu. Merci. Le Togo, comme il va, c'est la semaine où l'Assemblée nationale modifie le code électoral pour organiser la participation de la diaspora aux élections. C'est cette même semaine que le Conseil des ministres réuni hier a acté la perte de la nationalité togolaise à leur demande par 500 de nos compatriotes établis dans différents pays. C'est ce que vous nous rappelez, Loïc. Après l'adoption de la loi portant vote des Togolais de l'extérieur, 500 Togolais de la diaspora viennent de perdre leur nationalité à leur demande. Oui, mais je crois que c'est à leur demande, comme tu le dis. Oui. Peut-être c'est des Togolais qui ne se sentent plus, qui n'ont plus envie d'être Togolais. C'est des Togolais qui ont trouvé une autre nationalité, sans doute, c'est ce qui est souvent ça, et qui se sentent beaucoup plus à l'aise, ou bien la nationalité qu'ils ont. Quand tu l'as, tu n'as plus le droit d'avoir une autre nationalité, donc ils ont fait la demande. On ne peut pas en vouloir au gouvernement ou à qui que ce soit. C'est de leur propre gré, c'est des grands garçons. C'est des et de grandes dames. Grandes dames qui sentent qu'ils ne veulent plus être togolais. C'est de leur droit. Ils peuvent venir nous visiter quand même par moment, on sera content. Et envoyer quand même un peu de l'argent au pays. Faire du tourisme aussi. Eh bien, ces compatriotes résident dans des pays comme l'Allemagne, l'Autriche, la Norvège, les Pays-Bas, la Chine, les États-Unis. À leur demande, le gouvernement leur accorde le droit de perdre la nationalité togolaise avec contrepartie, Michel, vous publiez le communiqué du Conseil des ministres hier. Ces Togolais qui viennent de perdre la nationalité doivent restituer au Togo leur passeport, leur carte consulaire, leur tout. Donc, notamment, ils doivent également nous restituer leur droit de vote. Ah oui, justement. Je pense que ça tombe au bon moment, où on demande, où, en tout cas, on a accordé désormais le droit de vote à nos compatriotes qui vivent hors des frontières togolaises. C'est pour une manière de dire que si demain il y a vote, les 500 là n'en font plus partie, ils seront radiés s'ils sont déjà inscrits du corps électoral. Merci. Eh bien, il est 12h passé de 2-3 minutes. Nous allons suspendre notre débat ici. Juste vous rappeler que nous avons fait un tour dans le Togo profond. Tokpli, Pia, la région des savanes avec notre ami de la Jute. Nous avons également parlé de ces rencontres et sommets qui reprennent chez nous ici. Le projet en date, c'est la 55e session du Conseil international des bois tropicaux, ce dont le directeur général de l'ODEF est venu nous parler au nom du ministre. Et puis nous avons revisité l'amélioration du climat, des affaires. C'est bien ce qui est fait, mais les préoccupations que les autorités devront prendre en considération, la problématique de la lutte contre la corruption, et puis également le droit de vote à la diaspora, également les Togolais qui, à leur demande, viennent de perdre leur nationalité togolaise. C'est sur l'un ou l'autre sujet que vous formerez bientôt le numéro 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68 pour adresser vos questions ou commentaires à l'un des confrères ou bien à l'un de nos invités. 93.5 Canal FM. Eh bien, la parole est à vous. Également autour de la table, les trois confrères Michel Tchadja, Ilom Ati Chogbe et Loïc Lawson. Nos deux invités, le responsable chef de la communication de la Jute, qui est venu spécialement que nous avons fait venir spécialement de Dapan, notre ami Valentino, et le directeur de l'ODEF sur la question des bois tropicaux. Le premier qui a la parole, bonjour. Alors, bonjour l'ami en ligne. Il n'est pas connecté alors qu'il s'est déjà annoncé. Eh bien, en attendant la première intervention, ami Valentino, rebonjour. Bonjour. Eh bien, vous avez partagé avec nous ce que vous avez fait, mais sûrement que vous avez des activités en perspective. Oui, et la plus grande activité en vue est celle du spectacle qui aura lieu bientôt à Sokodé, dans la région centrale. Et un spectacle pour sensibiliser encore les communautés de la région, de la région centrale
pour la réduction des troubles sociopolitiques et violences intercommunautaires, et aussi pour consolider le vivre ensemble au sein des communautés résidant dans la région centrale. Vous savez, bientôt les élections. Et par rapport à ce que nous avons déjà vécu, il faut faire quelque chose pour apaiser le cœur. Surtout que nos compatriotes Moba et Kotokoli aiment se taquiner. Qui est l'esclave de l'autre? Voilà. On verrait ça lors de ce prochain spectacle. Sylvain Agbaï en ligne, bonjour. Et monsieur Sam, bonjour. Oui, nous vous écoutons. Oui, c'est sur deux sujets. Allez-y. Le vôtre de la diaspora et du business. Diminuez un peu le bouton du volume de votre radio, s'il vous plaît. D'accord, je vais le faire. Allez-y rapidement aussi. Oui, et pour du business là, Oui. moi j'avais posé la question de savoir si la Banque mondiale ne peut pas consulter le peuple pour leur demander leur avis. Si c'est que dans un état normal, normalement on devait organiser des matchs contre Nous vous avons déjà répondu que nulle part ailleurs la Banque mondiale ne consulte les habitants du pays avant de fixer son classement sur les critères qui lui sont propres. Maintenant, votre deuxième question. Il est parti. Chat 2. Sylvain Agbaï parti. Un autre auditeur de Gagné. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, c'est l'ami Rodrigue. Depuis Abrekochiga. Oui, vous intervenez sur quel sujet, s'il vous plaît? C'est au sujet de la CAN 2013. Ok. S'il vous plaît, monsieur, vous savez quoi? Non, dites-nous. Franchement, que nos autorités arrêtent de se moquer de nous. Nous sommes dans un état, une lutte démocratique, mais je pense que vraiment il y a de la pagaille, de la comédie dans ce pays. En 2013, je me rappelle, sur la TVT, un certain Atomesa, au moment où nos joueurs étaient en train de souffrir là-bas, ils nous disaient ils sont en train de monter dans l'avion quand ils parlaient. Vous parlez de Maître Atomesa? Oui. Si je le mets au défi, il n'a qu'à venir sur votre antenne dire j'ai menti. Il était à la TVT. Attention, Atomesa, c'est un avocat. Si. Ok. Si. J'assume ce que je dis. Et il disait à la TVT que les joueurs montaient dans l'avion alors il parlait à la TVT. Or, c'était faux. Nos miens étaient passés là. Ils ont souffert. Traversé. Ils ont fait ils ont eu à subir vraiment beaucoup de choses. Les comptes sont où? Les comptes viennent d'être transférés au procureur de la République. Le procureur de la République, je voudrais le dire tout simplement, monsieur le procureur de la République, essaye d'être partial. Partial ou impartial? Impartial plutôt, okay. Merci beaucoup. Impartial, et qu'il fasse réellement faire frémir la vérité. Je voudrais également profiter pour dire également qu'il se rappelle des comptes de 2015 aussi au Gabon, les 600 millions aussi. Merci beaucoup Rodrigue. L'essentiel est dit. Patrick, bonjour. Bonjour Tata. Oui, bonjour vos confrères. Merci. Vous intervenez sur quel sujet? Par rapport à je voudrais être dans la ligne de Loïc Lawson. Ça dit certains points que j'ai voulu encore. Si Loïc l'a déjà dit, est-ce que vous ne passez pas à autre chose? Pardon? Si Loïc a déjà dit ça, est-ce que c'est pas bien de passer à un autre sujet? Non, il y a une chose que je voudrais dire. Sur les réseaux, nous avons vu ce matin que le gouvernement aurait cédé 51% du groupe, des actions du groupe Togocom, Togocel et Togo Telecom à une société malgache. Oui. Pour ma part, vouloir privatiser toutes les entreprises togolaises, c'est une mauvaise chose. Par exemple, ITB et la BTCI sont des banques aussi. Il ne faudrait pas privatiser toutes les entreprises de l'État pour que demain, quand il y aura un problème, on ne pourra pas répondre. Merci. Il ne faudrait pas qu'on puisse vouloir faire des réformes pour plaire au FMI, à la Banque mondiale, alors que le concret du Togolais, du Landa, ça ne marche pas. Donc il faudrait revoir cela pour que le gouvernement pouvait faire le retour en arrière, parce que si c'est 41% qui cédaient, ou bien 49%, c'est déjà bon. Merci Patrick, merci d'avoir posé le sujet. C'est faute de temps que je n'ai pas pu aborder ça avec les confrères. Mais Loïc, votre journal revient là-dessus. Vous écrivez à la page 4 que des investisseurs privés viennent de prendre le contrôle de Togo Télécom et de Togo Cellulaire.
Non, mais moi, sincèrement, cette privatisation en soi, moi, je la salue. Vous savez pourquoi? Non, la privatisation n'est pas que mauvaise dans un pays. Parfois, elle est bonne. Exemple banal, on a tous créé que la BTD allait mal. Et quand Orabank a repris la BTD se porte de mieux en mieux. Orabank a grandi, elle a créé de l'emploi aujourd'hui. Mais le revers aussi existe. C'est que je ne comprends pas de cette privatisation. Le seul hic, c'est que je ne comprends pas pourquoi l'État n'a pas pris les 51% pour remettre 49% à l'investisseur. C'est-à-dire pour que l'État puisse avoir la main là-dessus. C'est-à-dire, là, on pouvait faire l'inverse. L'État prend les 51 et les autres prennent 49. Au même moment, je dis c'est une bonne chose parce qu'en réalité, Sasgaou, nos sociétés d'État aussi sont mal gérées. C'est très mal géré. Quand tu vois au Togo, une société qui fait, un DG, une société qui fait beaucoup de publicité, c'est que ça cache beaucoup de conneries en bas. Non, je te dis la vérité. Je te parle du cas de Togo Télécom. Il n'y avait pas une société qui faisait de la pub plus que cette société. À la fin, on nous a dit que c'était un géant au pied d'argile. Togociel aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire, on fait tellement du bruit, mais va regarder les ratios. À part le chiffre d'affaires et le bénéfice qu'on va tout brandir, en réalité, il n'y a que du vent. Et l'autre chose, c'est que quand tu vois aussi à la tête d'une société d'État, un directeur fait beaucoup de zèle pour un parti politique, va savoir qu'est-ce qui se cache derrière la société qu'il gère. En fait, c'est un peu tout ça. Merci, je crois qu'en cela, moi, je dis, c'est une bonne chose. Merci, mais vous rappelez quand même que le processus de privatisation du Togocom a été enclenché il y a plus d'1 an jusqu'à l'Assemblée nationale. Une loi a été votée dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qu'il va en être? Nous allons y revenir dans les prochains jours. Retour à l'auditeur en ligne. Bonjour. Monsieur Pita, il est parti. Vous nous excusez, c'était pendant que Loïc... alors, Monsieur Pita. Oui, c'est Sylvain qui revient. Sylvain Agbaï. Oui. Ok. Je veux parler du vote de la diaspora. Oui. Bon, ça, si on peut reporter ça après 5 ans pour bien faire, c'est mieux. Parce que le délai est trop court pour que la diaspora vote. Les gens apparemment étaient pressés et vous trouvez qu'il faut donner plus de temps? Oui, pour la diaspora, il faut donner plus de temps. Ok. Qui de droit avisera en conséquence? Merci Sylvain Agbaï qui est revenu. Maintenant, monsieur... C'est M. Pita qui est revenu? Non, c'est John. John? Oui. Ok, nous vous suivons. Oui, bonjour, je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Oui, je voulais remercier M. Loïc pour ses investigations. Mais j'ai une proposition. C'est par rapport à la fermeture de la frontière au Nigeria. Bon, on n'a pas parlé de ça aujourd'hui. Oui, mais je voulais dire, oui. Est-ce qu'ils ne peuvent pas investiguer sur ce plan pour voir l'impact de cela sur notre économie et l'incidence sur les affaires? Parce que à cause de cette fermeture, un des amis qui sont dans la zone franche sont remerciés il y a de cela deux mois, ils sont à la maison. Et au niveau des marchés aussi, les gens ont abandonné faute de clients. Donc tout cela, si on peut alerter ou bien informer l'opinion nationale pour qu'on puisse savoir ce qu'on... La CEDEAO se préoccupe de la question. La province délégation est envoyée auprès du Nigeria et il est démontré que les pays comme le Bénin, bien sûr, mais le Togo, le Ghana commencent à être asphyxiés suite à la fermeture de cette frontière-là par le Nigeria. Commis en ligne, bonjour. Monsieur Saz, bonjour. Oui. J'ai eu une doléance. Allez-y. En fait, hier, franchement, j'étais un peu énervé, puisque vous savez si bien le faire. Lorsqu'il y avait le commissaire de l'OTR, vous avez tout fait pour qu'on puisse rentrer en ligne. Hier, Madame Sandra parlait d'une question d'enjeu national et vous lui permettez de partir sans qu'il n'y ait aucune question de nous les auditeurs. J'avais bien dit que Madame la ministre nous avait dit qu'elle avait une urgence. C'est vous qui avez introduit qu'elle peut ou peut ne pas partir. Donc, j'ai pensé qu'elle a jugé bon de partir. Si vous saviez comment je m'étais battu pour qu'elle reste avec nous. Voilà. Merci Moi, beaucoup. je tiens à vous féliciter sur ce point-là. Elle parle des questions d'enjeu. Donc, quand vous travaillez pour la République, elle est ministre pour nous, Togolais. Donc, quand elle finit de parler, ne serait-ce que 10 minutes, ça ne va pas faire que le Togo va s'écrouler. Hier, moi, j'ai des inquiétudes par rapport. Il dit que la répercussion des 40 places de bons, c'est nous qui devons en tant que Togolais. Hier, quelqu'un a appelé comme quoi les professeurs achètent des véhicules. Est-ce que
le retour des 40 places gagnées, est-ce que ça doit être dans la poche des Merci, comme vous avez dit l'essentiel. Je prends acte prochainement, quand les autorités seront invitées, je leur demanderai d'assister à la fin. Et justement, le directeur général de l'ODEF est resté patiemment à nos côtés. Il attend vos questions, vos commentaires aussi. Alors, oui. Pour l'heure, moi je vais donner certains travaux à M. Loïc parce qu'il est dans les investigations. Hier, madame dit qu'ils ont consulté des sociétés en ligne et qu'ils nous cherchent quelques échantillons de 10 sociétés qui ont été consultées en ligne. Les questionnaires, quels ont été les types de questions posées à ces sociétés-là? Et pour finir, il nous faut un critère sur la fermeture des sociétés, parce qu'on ne peut pas avoir création de 3500 sociétés. 5 000. C'est 3500, vous avez, ou bien 3900? 5 000. 5900. Si au moins chaque société recrutait 5 personnes seulement, on n'aura pas tant de chômage. Merci, commis. Loïc a noté votre devoir de maison. Il vous en rendra copie dans sa prochaine parution. Grégoire qui était fatigué d'attendre, qui est reparti, mais qui va revenir sûrement, n'est-ce pas, Grégoire? Robert. Ouais. Ok, nous vous suivons. De Lancouvie. Oui, derrière le côté. Dans le canton de Tablegola. Est-ce que cela ne peut pas se passer aussi avec la SNPTA dans le canton de Haute, d'Akoumapé, de Tawati, de comment l'appelle-t-on? Pomé. Merci beaucoup. Et le Mati Chogbe, ce que Scan Togo et la GIZ ont commencé à toper, est-ce que la SNPT et les autres partenaires peuvent faire la même chose à Haute, Akoumapé, Vogan, Dagbati, Pomé? Moi, je ne travaille pas à la SNPT et dans d'autres sociétés. Moi, j'ai fait que mon travail. De maison que la vie vous donne. Moi, non, oui, mais au même moment, il faut que les auditeurs aussi comprennent un certain nombre de choses. Nous ne sommes pas là pour parler au nom des sociétés. Nous faisons d'abord notre travail de journaliste. Et donc, si on a des questions précises, il serait souhaitable que les responsables de ces structures viennent en parler eux-mêmes. Merci. Et c'est que les auditeurs pensent que c'est par nous qu'ils peuvent passer pour accéder à un acquis de droit. C'est pourquoi ils en usent et des fois même en abusent. L'auditeur en ligne, Rodrigue, bonjour. Oui, rebonjour. Ok, allez-y, Rodrigue. Oui. Allô? Oui. Oui, juste pour intervenir au niveau de, comment vous l'appelez, de la CFE. CFE? Oui. Le Centre de formalité des entreprises. Voilà. Oui. Lorsque les gens viennent pour essayer de faire poser leur candidature et ouvrir leur société, qu'est-ce qui se fait? Et comment est-ce que ça se fait? Parce que souvent, et ce que je veux dire tout simplement, il y a souvent des sous de table. Aujourd'hui, il y a un numéro 10-14. Ça, je suis d'accord. Et même si vous appelez même, c'est rare qu'ils décrochent. Franchement, ça, je vous le dis. Vous parlez bien du CFE, Rodrigue? Pardon? Vous parlez bien du CFE? Oui. Puisque on nous a donné un numéro. Qui vous a donné ce numéro-là? Non, pas le CFE, mais je crois le ministère qui avait donné un numéro lorsqu'il y a la correction. Ou bien c'est moi qui me... Vous avez commencé par parler du CFE alors que le numéro 10-14, c'est le ministre de la Sécurité pour dénoncer toute action portant corruption auprès de ces éléments. Merci beaucoup. Oui. Là, je reviens. Au niveau de la CFE, comment est-ce que les attributions d'accréditation s'offrent? Je voudrais poser la question au qui est là. Merci. Je vous en prie. Loïc, vous avez compris la question? Non. Okay. L'attribution de je ne sais pas. Ok, je comprends que prochainement, nous allons approcher le directeur du CFE. Mais nous lui avons dit, oui. Nous lui avons dit au passage que le CFE, pour les Togolais qui sont allés et qui créent des entreprises, sur les 5000 à peu près, quand tu fais un petit sondage sur un échantillon, il y a un travail formidable qui se fait. Où quand tu apportes ton dossier le matin, le soir c'est signé. On te dit jamais, ce n'est pas signé, reviens demain. Ça c'est au niveau du CFE. Voilà. Au moins, cette facilité-là, elle y est. Alors, est-ce qu'il y aurait des sous de table au niveau du CFE? Non, je ne sais pas. Moi, mes investigations, je n'ai pas entendu cette plainte-là parce que c'est trop facile aussi dans ce pays de dire à chaque fois qu'on a donné des dessous de table. Je n'ai pas entendu parler de dessous de table au niveau du CFE. Et même, ils ont écrit ça en grand là-bas, comme au service du passeport, que voilà ce que coûte. Voici le montant.
29 000 ou comment vous appelez le montant, et que ça ne doit pas dépasser ce montant. Le soir, tu reviens, tu as ta carte. Merci, non, merci. Non, je pense qu'il faut... le monsieur sait mélanger les pinceaux. Hein. C'est ça. Il ne parlait pas de du CFE par rapport au dessous de table. Il voulait parler de cela d'une manière générale. Voilà. Mais sauf que l'impression qu'il a donnée, c'est comme il veut parler de CFE. Parce que CFE, c'est un service vraiment, jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup à redire par rapport à comment le service la fonctionne. De toute façon, nous allons approcher le directeur du CFE pour qu'il vienne nous situer lui-même sur les conditions dans lesquelles il aide à créer les entreprises. Un ami qui a souhaité que nos invités restent en place pour répondre à leurs questions. Le directeur de l'ODEF qui est resté sagement à nos questions et qui continue à attendre vos questions. Monsieur le directeur, oui, vous n'avez pas de questions, mais je vous suis reconnaissant pour votre disponibilité. Donc, vous nous rappelez que du 2 au 7 décembre prochain, notre pays va abriter la 55e session du Conseil international des bois tropicaux. C'est bien ça. Et vous nous rassurez que le gouvernement, disons le ministère est prêt pour accueillir tous ces invités-là. Oui, le gouvernement est prêt pour accueillir tous ces invités et nous souhaitons de votre part un travail assez fouillé pour pouvoir diffuser l'information auprès du grand public. Sinon, en ce qui concerne la préparation matérielle logistique de l'événement, nous sommes fin prêts. Nous avons déjà commencé. Ouara le vainqueur qui a parlé de la conférence de presse du ministre. Nous vous recevons aujourd'hui. Nous y reviendrons à chaque fois que de besoin sera. Merci. Et j'espère que vous serez toujours disponible. Vous, jusqu'à votre ministère. Oui, nous serons disponibles à chaque fois que vous allez nous solliciter pour cette question. Merci. J'ai surtout retenu que, entre autres projets, la fameuse fosse au lion figure au rang de ces projets-là que le ministère va introduire avec l'espoir que on va redonner vie à notre fosse au lion. Pas va introduire, nous avons déjà introduit les projets dont je vous ai parlé tout à l'heure, sont déjà dans le pipeline de l'OIBT. Ces projets ont été analysés et feront l'objet d'une décision finale à l'occasion de cette session ici à Lomé. Merci. Je voudrais bien transmettre toute notre gratitude à Monsieur le ministre qui a permis que vous soyez avec nous au studio et que vous reviendrez, pourquoi pas lui-même. C'est nous qui vous remercions et nous profitons de cette occasion pour renouveler nos remerciements pour l'opportunité que vous nous avez donnée ce matin, envie de partager avec vous et avec le grand public l'information importante qu'est la tenue prochaine dans notre pays de la 55e session du Conseil international des bois tropicaux. Je vous en prie, monsieur le directeur. Disons rendez-vous très bientôt. Merci beaucoup. Valentino Bassi Sardina, responsable cellule communication de l'association des jeunes pour l'Union du Togo. Ajoute langage de paix, promotion de la jeunesse scolarisable, parrainage des formations des femmes pour la mise en œuvre du PND, pardon. Et ce festival au cours duquel Moba et Kotokoli vont rivaliser qui est l'esclave de qui est le maître de qui. Oui, et vous savez, les Kotokoli et les Moba ont l'habitude de se dire wawa, c'est pour se taquiner. Et pour ajouter, il faut instaurer une sorte de religion à travers cette plaisanterie parenté pour instaurer cette cohésion, cet esprit de vivre ensemble entre les communautés du pays. Et on se dit que on peut, quand je prends par exemple les Kabyais, le Kotokoli par exemple, on peut à l'origine ou bien dans l'ancien temps, il peut avoir quelque chose qui nous liait par exemple. Et on peut se baser, on peut utiliser ça pour faire cette plaisanterie et cultiver un peu la cohésion de vivre ensemble, pour se pardonner, se comprendre, se pardonner, se tolérer. Surtout se comprendre. On peut étendre ça aussi au Kabia et à Hunato, avec Michel et Lomati Chogwe déjà dans ce studio. On peut le faire comme ça. Donc c'est quelque chose comme ça on veut faire déjà dans la seconde semaine du mois de décembre et au niveau de la région centrale en réunissant les groupes de jeunes, des artistes
artistes et puis les groupes folkloriques aussi pour transmettre ou bien diffuser un message autour de cette cohésion sociale. Merci beaucoup à vous, à Jute, pour ce que vous faites sur le terrain. C'est pas toujours facile. Oui, c'est pas facile, mais il faut aussi dire merci et félicitations au président national de la Jute, M. Benjamin Larry, qui est connu comme le directeur général des établissements Yindou de transport. M. Benjamin va lancer la semaine prochaine également une vaste campagne d'identification de sélection de 700 enfants de classe de CM2 qui n'ont pas de pièces de naissance. Allez-y rapidement parce que voilà, donc nous allons c'est pour très bientôt. Oui, nous allons le faire la semaine prochaine. Lundi déjà, il va faire le lancement et nous allons continuer avec d'autres activités comme l'élection Miss Tradition dans la région des Savoie. Miss qui revient. Okay, là, je ne réagis pas. Par contre, très rapidement, vos cartons de fin d'émission et le Mati Chogwe. Bon, je n'ai pas de carton. Bonne journée à tout le monde. Une pensée à tous ceux qui sont sur un lit d'hôpital en ce moment et courage à eux, prompt rétablissement. La santé. Loïc Lawson. Bon, j'ai perdu des réflexes, mais tu permets que je fasse un coup de gueule et puis un coup de cœur, puisque je prends pour l'épaule et l'homme. Coup de cœur, c'est pour finir l'émission avec nos services, le fonctionnement de nos services. On a fait allusion au service de passeport tout à l'heure. On a fait allusion au CFE. Je crois qu'au Togo, c'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est noir dans tous les services. Il y a des services qui se démarquent par une rigueur, parce qu'à la tête de ces services, il y a des gens qui veulent que les choses soient bien faites. Et moi, je pense que c'est des gens comme ça. En tout cas, c'est des gens dans ce service. Je ne parle pas des premiers responsables. Les gens dans ce service, ceux qui servent là, c'est des gens comme ça qu'on doit décorer. Le 27 avril, c'est des gens comme ça. Voilà, des messieurs et dames comme ça. Inconnus de Togolais méritent d'être décorés et non d'autres personnes. Merci. Maintenant, le coup de gueule. C'est un peu l'alerte qu'on a eue ce matin par rapport à ce qui se passe au niveau de Diagblé, où certaines maisons sont violées par des individus et des personnes en tenue pour soi-disant poser des bornes. Et quand ces maisons sont fermées, les messieurs en tenue violent les maisons pour aller poser leurs bornes. On dit oui, mais attention, on ne peut pas violer les domiciles. Violation de domicile, à ne pas confondre nécessairement avec violation des occupants des Michel Tchadia, votre carton rapidement. Non, j'aime pas de carton. Je dis seulement bonjour à ceux qui ont pris la peine de nous suivre aujourd'hui. Merci, beaucoup de courage à ceux qui continuent à être malades par cette épidémie de grippe qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, je constate que les 3/4 de mon studio sont grippés. Dieu merci, le directeur de l'ODEF, vous êtes exempté pour le moment. Oui. Je ne souhaite pas partir avec. Merci bon à vous tous. Bon appétit à ceux qui vont trouver à manger. Pour les autres, priez très fort. Dieu saura toujours vous apporter le plat quotidien. Et quant à nous, on se retrouve demain pour clôturer la semaine en beauté, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.